Nous allons donc commencer par l'exposé introductif d'Evelyne Ternant, que je présente tout de suite. Donc, Evelyne Ternant est diplômée de l'École normale supérieure de Cachan. Elle a été professeure d'économie à l'IUT de Besançon, puis à la faculté de sciences économiques, et enfin en classe préparatoire aux grandes écoles. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Économie politique, et vous savez que nous organisons ce séminaire sur le capitalisme avec la revue Économie et politique, et nous en sommes très heureux. Evelyne est par ailleurs référente régionale du Parti communiste français pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle a été également candidate du Parti communiste et de la NUPES dans la 2e circonscription du Jura. Elle a également beaucoup travaillé sur le sujet qui nous occupe ce soir, et c'est la raison pour laquelle nous l'avons invitée à en parler. Je présenterai donc Jean-Hervé Lorenzi lorsqu'il arrivera. C'est quand même mieux de le présenter en sa présence. Mais ce que je veux dire, c'est que la question du rôle nouveau que sont en train de jouer les États dans le capitalisme d'aujourd'hui est au cœur de notre séminaire sur le nouveau paradigme capitaliste qui est en train de se mettre en place. Il n'est pas question pour moi de faire une introduction avant les introductions. Je me contenterai de dire que nous voyons bien que les États n'observent plus aujourd'hui une attitude identique à celle qui était la leur durant l'apogée des thèses néolibérales. Depuis 2008-2010, on voit qu'ils deviennent plus interventionnistes, et cela s'est accéléré depuis la crise du Covid. Donc, quelle est la nature de cet interventionnisme? De quoi est-il porteur? C'est le débat que nous commençons maintenant, et je passe tout de suite la parole à Evelyne Ternant. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est une question complexe et intéressante parce que derrière la question, il y a la question qui taraude la société aujourd'hui, c'est comment on peut sortir de cette crise profonde, systémique, dont la gravité et la complexité sont bien perçues et sont perçues à juste titre comme pouvant conduire à un effondrement. Et donc, comment stopper l'emballement? Comment reprendre le contrôle? Je pense que la problématique qui est posée va peut-être nous permettre d'avancer. Je crois qu'on peut distinguer 3 périodes dans les formes de l'alliance entre l'État et le capital, qui correspondent d'ailleurs aux évolutions structurelles du capitalisme depuis la Seconde Guerre mondiale. D'abord, la période que certains appellent Sainte Alliance, disons depuis la guerre jusqu'à la fin des années 60. C'est en fait la fameuse période des 30 glorieuses. Il y a une deuxième période qui est la montée signalée par Alain des politiques libérales de déréglementation, de privatisation, de mondialisation financière, qui sont une période d'engagement suiviste des États derrière les choix du capital, avec un désengagement apparent, que je qualifierais d'apparent, dans la sphère économique. Cette période débouche sur la crise de 2008, crise financière majeure de 2008. Et puis ensuite, la crise de 2008 a ouvert une 3e période dans laquelle les crises s'imbriquent et se succèdent. Crise de l'euro, des finances publiques, crise grecque de 2008, crise immobilière en Espagne, 2010-2014, krach boursier en Chine, 2015, crise sanitaire mondiale, 2020, crise énergétique mondiale, 2021-22. Et là, l'intervention publique est massive, au coup par coup, en pare-feu, on peut dire, lors des pics de crise, pour sauver le capital, tout en poursuivant les mêmes orientations néolibérales. Alors, les évolutions de l'alliance État-capital ne peuvent pas être saisies en dehors du mouvement du capital, dont les conditions de rentabilité rythment la conjoncture et les structures de l'économie. Et ça sera la grille de lecture que j'adopte, faire le lien entre les crises de rentabilité du capital et les changements structurels qui adviennent dans la régulation étatique. C'est une approche marxiste assumée. Au préalable, il convient de définir
ce qu'on entend par État et capital, parce que les économistes ont pour habitude de mettre des concepts différents derrière des appellations, des terminologies communes, selon le courant de pensée. Et donc, le capital comme l'État sont pas tout à fait les mêmes concepts, même pas du tout les mêmes concepts chez les marxistes, les keynésiens. Et par exemple, s'agissant du capital, le capital dans notre approche n'est pas le capital personnel accumulé par les capitalistes, les gros actionnaires, grâce aux revenus de leur placement financier ou de leur entreprise. Autrement dit, nous n'avons pas la même approche du capital que, par exemple, Thomas Piketty dans son ouvrage Le capital au XXIe siècle. Le capital, pour nous, marxistes, c'est de l'argent qui cherche à faire plus d'argent. La production n'étant qu'un moyen au service de cet objectif. Il y a donc une logique d'accumulation intrinsèque, consubstantielle au capital. Et c'est pourquoi le capital induit un rapport social particulier qui se noue dans l'entreprise lorsque les salariés vendent leur force de travail et n'ont ni le pouvoir sur son usage, ni le choix des finalités de son utilisation, parce que leur force de travail est placée sous la contrainte de rentabilité du capital investi. Alors cette contrainte, elle est très brutale aujourd'hui, avec l'exigence de valorisation de l'action ou celle, par exemple, de taux de rentabilité à 2 chiffres dans des entreprises comme General Electric, dans ma région, à Belfort, ou dans une industrie lourde sur l'énergie. Le fonds d'investissement qui dirige General Electric exige une rentabilité à 2 chiffres. Donc le capital, c'est un rapport de pouvoir avec son corollaire, les critères de décision stratégique en économie. L'État, dans la tradition marxiste, n'est pas une institution représentative de l'intérêt général qui serait, comme dans la théorie keynésienne, un arbitre qui serait neutre. L'État, dans la conception marxiste, est traversé par les contradictions de classe, que le pouvoir politique dirigeant intervienne en faveur de la classe dominante ou cherche au contraire à s'opposer à ses intérêts. Dans notre conception, les crises sont consubstantielles au capitalisme, car liées à la suraccumulation du capital induite par le moteur du système, c'est-à-dire du capital pour le profit et du profit qui va au capital pour plus de profit. Cette suraccumulation provoque des chutes de rentabilité. Et donc, la crise, comme l'a bien démontré Paul Boccara en prolongeant les analyses de Marx, la crise est un moment de dévalorisation du capital, c'est-à-dire une sorte de décharge qui va permettre de restaurer la rentabilité du capital restant en fonctionnement normal. Dans les crises conjoncturelles, la dévalorisation se fait sous forme de destruction de capital, de faillite ou simplement de réduction d'activité. Mais lors des crises systémiques profondes et durables, la sortie de crise nécessite une transformation structurelle du capitalisme qui sont à la fois des moments de changement technique et de changement de mode de régulation. Et précisément, l'évolution de l'alliance entre l'État et le capital fait partie de ces transformations structurelles qui accompagnent les crises systémiques. Alors, la première période, la fameuse Sainte Alliance, capitalisme monopoliste d'État social, se caractérise par une dévalorisation très importante du capital, de très grande ampleur. Et c'est ce qui a permis des taux de rentabilité très élevés et une croissance importante, une accumulation du capital importante, en même temps qu'un développement de l'emploi et, parce que le rapport salarial était relativement favorable, également une augmentation du niveau de vie.
La dévalorisation pendant cette période du capital, c'est les entreprises publiques qui fournissent des services à très très bas prix parce qu'elles fonctionnent à taux de rentabilité zéro, voire négatif. C'est aussi la mutualisation de dépenses comme la sécurité sociale, comme les grands services publics, qui sont des dépenses qui ne demandent pas de rentabilité et qui sont donc du capital dévalorisé. À ce moment-là, beaucoup pensaient notamment que les forces de gauche, elles pensaient qu'avec la victoire du keynésianisme, le capitalisme était en train d'assurer une régulation sans crise. Pour autant, cette alliance entre l'État et le capital ne va pas préserver le système d'une crise de suraccumulation. Et elle commence à se manifester à la fin des années 60, et il y a un indicateur économique qui en fait foi, c'est le ralentissement de la productivité du capital, c'est-à-dire le rapport produit-capital qui commence à baisser parce qu'il y a suraccumulation du capital. D'où des difficultés croissantes de rentabilité qui vont se traduire par une montée du chômage, une inflation d'abord rampante que les deux chocs pétroliers vont ensuite amplifier. Alors, cette période de crise, de suraccumulation, connaît en même temps une révolution du système technique qui est la révolution informationnelle et qui est très importante parce qu'elle va accentuer les contradictions du capitalisme. En effet, la révolution informationnelle donne aux informations une place prépondérante par rapport au capital matériel, ce qui va à la fois faciliter et dévoyer le mouvement de fusion-concentration du capital. Ça va le faciliter parce que l'information, à la différence d'une machine, peut circuler, elle s'améliore en circulant et elle peut être partagée à l'infini à coût marginal nul. Mais dans le capitalisme, cette possibilité, cette potentialité va être en fait dévoyée parce que ces partages d'informations restent dominés par la logique d'appropriation privée des multinationales, de rentabilité, alors que potentiellement, elles pourraient devenir des biens communs à la disposition de l'humanité. Et cette révolution technologique qui repose sur une élévation des qualifications humaines, sur la créativité, qui permet des économies considérables de capital matériel, de transport, accentue les contradictions du système parce que le système, lui, a une exigence de productivité fondée sur le développement du capital, alors que cette révolution technologique appellerait, elle, un autre type de productivité fondée sur le développement de l'emploi, des dépenses dans l'immatériel, dans la recherche, dans la formation. À partir de ce moment-là, le capital, donc, qui bute sur la question de rentabilité, va chercher de nouvelles sources dans la course à la mondialisation, dans la financiarisation et dans la privatisation de niches les plus rentables du secteur public. Et c'est la deuxième période que j'ai identifiée. Elle s'ouvre au début des années 80 jusqu'à la crise financière de 2008. Je fais un petit historique de cette relation entre l'État et le capital et j'en étais à cette deuxième période qui donc va du début des années 80 jusqu'à la crise financière de 2008 et qui est une nouvelle entente qui se noue entre le capital et l'État. Ce sont des décisions politiques qui réduisent volontairement le périmètre du secteur public par des privatisations qui déréglementent les marchés. L'État se dessaisit donc de pouvoir de décision et permet ainsi aux critères capitalistes de se déployer à large échelle, tout en poursuivant
un soutien financier puissant. Et donc, c'est une alliance État-capital qu'on peut qualifier d'engagement suiviste du capital sous un désengagement apparent de l'État. Et je prends un exemple, les exonérations de cotisations sociales qui vont pousser à la baisse du coût du travail, elles commencent au début des années 80. Et ce suivisme, qui est un suivisme, donc un élargissement des potentialités d'application des critères capitalistes, va jouer jusque dans le secteur public. Par exemple, la Banque publique d'investissement adopte des critères qui sont exactement ceux des banques privées. De même, on voit rentrer dans le secteur public la pénétration des méthodes managériales dont témoignent toutes les réformes administratives, RGPP, lancée en 2007, puis, sous le quinquennat Hollande, la modernisation de l'action publique. Les États des pays capitalistes déréglementent de concert quatre marchés. D'abord le marché du travail, l'explosion du code du travail, la précarisation des emplois, l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire l'affaiblissement du rapport de force du salariat. Puis, ça s'est poursuivi avec l'ubérisation dans le capitalisme de plateforme qui tente d'anéantir toutes les conquêtes sociales et de revenir au temps des tâcherons. Il y a deuxième marché, une révolution monétaire et un dérèglement de la finance, une déréglementation de la finance. Les marchés financiers exercent désormais une véritable dictature sur les gestions d'entreprises via le cours des actions, une dictature sur les politiques publiques via les agences de notation et les taux d'intérêt des emprunts publics. Et les entreprises sont assujetties à des rendements incompatibles avec le temps long. J'ai cité le cas de General Electric tout à l'heure, incompatible avec les risques de la recherche, avec l'exploration de nouvelles voies. Le financement de marché et l'exigence de rendement pour les actionnaires sont un élément très important du processus de désindustrialisation. Je vous cite une déclaration du comité de groupe Europe de General Electric du 15 janvier 2020 qui montre parfaitement l'approche financière du fonds d'investissement qui dirige maintenant la multinationale General Electric. General Electric essaye de maintenir des marges à deux chiffres sur des segments de moins en moins nombreux. L'industrie demande du temps et de l'investissement, tout le contraire du pilotage au trimestre, rentabilité au trimestre, que demande la financiarisation et comme le fait General Electric. Cette montée en puissance des marchés financiers est un point d'aboutissement d'une révolution monétaire qui a commencé bien avant, dire en fait avec le décrochage de la monnaie par rapport à la couverture or, d'abord nationale, ensuite internationale. Cette révolution monétaire, c'est la capacité de créer la monnaie de façon illimitée pour le meilleur ou pour le pire, et en l'occurrence, ici, ça a été le pire. Donc, la conjugaison de la déréglementation financière et de la révolution monétaire donne au marché financier globalisé une énorme puissance de frappe qui a été alimentée par les tombereaux de liquidités versés par les banques centrales. Donc, tout cela ouvre le terrain, si j'ajoute la déréglementation du marché des biens avec la désintégration des entreprises publiques et la privatisation. Si on ajoute la déréglementation du marché international, tout cela a ouvert le champ libre au développement des multinationales et a durci l'ensemble des contradictions du système. Alors le résultat, c'est évidemment un partage de la valeur ajoutée très favorable au capital. Il y a eu 10 points de déplacement du partage de la valeur ajoutée capital-travail, mais en même temps, un durcissement de toutes les contradictions. Parce que cette période a installé en même temps une inflation des marchés financiers associée à une déflation sociale touchant l'emploi, les salaires, les qualifications, la protection sociale, les grands services publics. Les conséquences, les effets vont aboutir à la crise de 2008, crise financière,
compte tenu des difficultés de l'économie réelle et de l'emballement des marchés financiers. Et depuis, cette période de 2008 à aujourd'hui est une période de crise systémique qui se prolonge, qui s'aggrave, où se conjuguent croissance ralentie, sous-emploi massif, désindustrialisation, des services publics au bord de l'effondrement et récemment le déclenchement d'une inflation qui pour l'instant est hors de contrôle. Comment on peut qualifier les principaux traits? D'abord, il y a un saut quantitatif dans le soutien au capital. Laisse de côté les chiffres, mais on sait qu'entre plan de soutien pendant le Covid, plan de relance, et puis les aides régulières, les 160 milliards d'aides régulières, et puis ce qui est en train d'arriver, les niveaux financiers d'aide aux entreprises sont tout à fait considérables. L'inefficacité de ce soutien plonge les politiques macroéconomiques dans l'impasse. L'équation budgétaire devient impossible entre déficit et endettement d'un côté et les besoins de la société de l'autre. On le voit avec les contradictions du budget en France, 1,49.3, qui supprime un amendement en faveur d'un plan de rénovation thermique des logements. On voit que le plan pour la sécurité sociale ne va pas régler les problèmes de l'hôpital public. Impasse aussi du côté des politiques monétaires. La création monétaire massive, sans croissance réelle, a provoqué une hausse des prix qui longtemps a été circonscrite au marché financier et au marché immobilier, et aujourd'hui elle se transmet en inflation qui a commencé avant les hausses de prix liées à la guerre en Ukraine, qui évidemment a été amplifiée depuis. D'où le dilemme des banques centrales dans les conditions actuelles, soutenir les marchés financiers en cassant l'inflation par des politiques restrictives, c'est-à-dire le choix de la récession, qui est fait par la BCE suite à la Fed, mais en même temps risque de précipiter un krach financier quand on augmente les taux d'intérêt. La caractéristique aussi aujourd'hui, c'est des liens de plus en plus intimes entre l'État et le capital, proche de la collusion ou de la connivence. L'affaire Uber Files sur le rôle personnel d'Emmanuel Macron dans l'implantation d'Uber en France n'est pas anecdotique. Il y a aussi une ingérence directe des marchés financiers dans les choix politiques. On voit ce qui s'est passé en Angleterre avec l'éviction de Liz Truss ou l'intrusion dans la désignation du personnel au gouvernement italien aussi. Le deuxième paradoxe de ces nouveaux traits de l'alliance État-capital, c'est le fait que l'État a délégué de larges fonctions économiques au niveau supranational, c'est-à-dire européen, et au niveau régional, et ces fonctions économiques, mais il se concentre sur un activisme politique et militaire pour défendre les grands intérêts économiques en jeu. Sur la question régionale, je ne fais que le citer, on y reviendra peut-être dans le débat. Aujourd'hui, une partie de l'alliance entre les pouvoirs publics et le capital se fait au niveau régional. Le patronat a une très grande influence sur les politiques régionales, sur la planification régionale. Par exemple, en Île-de-France, Valérie Pécresse a mis en place un comité stratégique permanent constitué des patrons du CAC 40 qui ont des sites en région Île-de-France. Et les politiques régionales sont conçues en termes de compétitivité, d'attractivité dans le cadre d'une concurrence mondiale pour attirer les investisseurs, ce qui fait monter les enchères pour leur implantation. Je donne l'exemple des giga-usines de batteries en France. Il y a une concurrence acharnée entre les régions
Et la région Hauts-de-France, qui était en concurrence avec ma région d'origine, la Bourgogne-Franche-Comté, a gagné. Elle va avoir 3 implantations d'usines, de giga-usines, parce que je pense qu'elle a mis les moyens sur la table. Et c'est à l'opposé d'un aménagement équilibré du territoire qui voudrait qu'on disperse ces entreprises. En revanche, déléguant des fonctions économiques, l'État se concentre sur un activisme politique et militaire aujourd'hui pour défendre leur base économique. Et je pense qu'on ne peut pas négliger la dimension géopolitique nouvelle, qui est évidemment liée au contexte international, hein, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, la récession qui arrive. Mais je pense que là, il y a une fuite en avant dans une économie de guerre aujourd'hui où l'augmentation des dépenses militaires et de sécurité doit se faire en écrasant les dépenses sociales et en accentuant le contrôle politique des populations. Et il y a une tentation qui va de pair, une tentation libérale autoritaire qui guette les pouvoirs politiques et qui va de pair avec cette politique. Et donc, le sauve qui peut, c'est une période de sauve qui peut en ce moment pour le capital, prend une dimension directement politique et militaire, avec une montée des tensions interétatiques inquiétantes. Je cite la volonté hégémonique américaine, qui inquiète même Bruno Le Maire en ce moment. Hein, il affirme qu'il n'est pas question que nous laissions le conflit en Ukraine se solder par une domination économique américaine et un affaiblissement européen. On attend les actes qui nous suivraient. Il y a la tension avec la Chine, voulu par les États-Unis, il y a l'objectif de la supplanter, il y a l'exigence de soumission des alliés au partage des coûts militaires et au suivisme politique, et il y a le rôle de l'hégémonie du dollar. Les rivalités intra-européennes, dont les dissensions actuelles entre la France et l'Allemagne sont exacerbées par le rapport au capitalisme américain, ces dissensions effectivement, font peser des menaces très fortes sur l'avenir de la construction européenne. Donc, les États aujourd'hui prennent pleinement leur part dans la montée des tensions jusqu'à la guerre, pour défendre les moyens, par tous les moyens, les intérêts de leur base capitaliste. Je conclus, puisque je suis pressée par le temps. Malheureusement, oui. En disant que pour en sortir, par où la sortie? Bien, la sortie, c'est le dépassement de la société capitaliste. C'est reprendre le pouvoir au capital, hein, dans les lieux où il s'exerce, pour utiliser le profit, le crédit bancaire, les fonds publics à des finalités qui répondent enfin aux besoins sociaux et écologiques, au lieu d'être soumis aux exigences de valorisation du capital. Il faut donc faire marcher la croissance sur la bonne jambe, c'est-à-dire développer l'emploi, les dépenses humaines, formation, éducation, recherche, et inverser cette priorité de la gestion capitaliste qui fait de l'emploi un sous-produit éventuel de l'investissement. Et c'est ainsi qu'on retrouvera l'efficacité économique et la croissance de la productivité globale, tout en économisant le capital matériel et les ressources naturelles. Un élément central de ce dépassement des rapports capitalistes, c'est dépasser le marché du travail. C'est vraiment l'enjeu du changement de société. On ne pourra pas résoudre la crise énorme du marché du travail actuel, où coexistent un chômage massif et des pénuries d'emplois, des difficultés de recrutement, tout cela, un certain rejet des formes du travail aujourd'hui, tout cela ne peut pas être surmonté dans le cadre du salariat capitaliste. C'est pourquoi il faut envisager de construire une sécurité d'emploi ou de formation qui garantit un revenu et qui permet de conjuguer liberté
liberté de choisir ses formations, parce que c'est une sécurité dans laquelle on est soit en emploi, soit en formation, mais on choisit sa formation, son évolution de carrière, on n'est pas captif d'un emploi ou d'une entreprise, et ça conjugue cette liberté avec l'efficacité sociale, parce que c'est la fin du gâchis humain du chômage, c'est l'élévation des qualifications, c'est la mobilité choisie, c'est le développement des capacités créatives humaines. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les évolutions de la société, les évolutions anthroponomiques, qu'il s'agisse du mouvement féministe, qu'il s'agisse du rapport des jeunes au travail, qui exige qu'on respecte l'autonomie, qui exige qu'il y ait une ambiance collective, qui exige d'avoir aussi du temps pour eux, qui exige une reconnaissance de leurs qualifications. Tout cela pousse réellement dans ce projet qui est majeur, en tout cas pour nous, pour le courant marxiste, de sécuriser l'emploi et la formation, mais dans le but aussi de permettre un élargissement, un épanouissement hors travail.